Alors, on voulait vous faire une petite séance de rattrapage pour celles et ceux qui ont décroché, à juste titre, des marchés cet été. Les vacances, c'est aussi fait pour ça. Mais la bourse est restée active, même si le CAC 40 finalement n'a pas, ou SBF 120 n'ont pas beaucoup bougé. Il y a de grosses variations sur certaines valeurs, notamment du SBF 120 durant cette période estivale. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Déjà, premier constat sur un mois glissant, pas d'étincelle sur le SBF 120 et le CAC 40. On est à quoi? On est, j'allais dire quasiment stable, non? Ça a pris 1%. Oui, alors si on s'arrête au cours de clôture d'hier, c'est 1,3% pour le SBF 120, 1,4% pour le CAC 40. Avant, après l'été, quoi. En fait, sur le un mois glissant. Ah, ouais, un mois glissant parce que finalement, j'ai pris pour, pour mesure ce mois d'août dans la mesure où les boursiers restent quand même jusqu'à la fin du mois de juillet pour regarder un petit peu les résultats semestriels, puis après on lâche un peu. Alors on a peut-être loupé ce magnifique épisode de Carry Trade avec cette inquiétude et cette inquiétude sur les marchés en quelques jours. On a dit que la Fed allait baisser ses taux en urgence, etc. Mais donc c'était intéressant de revenir sur ce mois d'août. Et vous l'avez dit, David, ce qui est intéressant, c'est que cette presque non-évolution, en tout cas légère hausse, qui est quand même une bonne chose, elle masque des comportements de valeurs assez tranchés au sein des indices. Si on reste sur le SBF 120, on a quand même 5 valeurs qui perdent plus de 15% sur le SBF 120 en un mois glissant, c'est beaucoup. Ah ouais. Et puis on a quand même 15 valeurs qui grimpent de plus de 5%, c'est un petit peu moins fort, et une seule qui est à plus 10%. Donc on voit quand même que le compartiment des hausses l'emporte, mais qu'il y a eu quelques très beaux gadins, malheureusement, sur ce point. Et bon, on va commencer par ces gadins, comme ça on finira par des par des bonnes nouvelles, exactement. Un petit peu meilleures. Alors moi j'ai la liste, il y a Emeis, d'ailleurs on aura le patron d'Emeis qu'on va retrouver bientôt à la rentrée sur Boursorama. On sait que la route du redressement est longue, évidemment, pour l'ex-Orpea. Ouais. Il y a aussi Worldline, moins 22%. Ouais. C'est violent, avec des résultats semestriels qui ont déçu, mais les difficultés de Worldline, c'est pas nouveau. C'est ça, et en fait la nouveauté, c'est que ça se poursuit, c'est-à-dire qu'effectivement en octobre dernier, souvenez-vous, on avait eu cette chute historique d'une valeur au sein du CAC 40 à l'occasion des résultats du troisième trimestre. Combien déjà, je me souviens plus, c'était moins 50, moins 60, quasiment 60% de baisse en une séance, quelque chose de jamais vu effectivement. C'est-à-dire qu'Alcatel dans les années... Ouais, et quelques semaines plus tard d'ailleurs, la valeur sortait du CAC 40, et là il y a eu cette publication semestrielle qui était forcément attendue et puis qui a déçu, perte nette de 29 millions d'euros. Alors on sait qu'il y a un plan de restructuration qui pèse aussi. Il y a quand même plus de 1400 départs qui ont été annoncés. Et puis surtout, il y a un nouvel abaissement d'objectifs, des objectifs 2024. On attendait auparavant un excédent brut d'exploitation ajusté d'au moins 1,17 milliard d'euros. Finalement, ce sera entre 1,13 et 1,17 milliard. On va dire, bon, c'est à la marge, mais le marché a plus trop de patience pour ce genre d'ajustement à la baisse. On attendait une croissance organique d'au moins 3%, finalement ce sera entre au moins 2 et au moins 3, donc pareil, là aussi un petit peu moins de croissance, un petit peu moins de rentabilité, et je regardais un petit peu les avis des analystes suite à cette publication. Il y en a un qui est assez sévère, qui dit certes, aujourd'hui la valorisation de Worldline, elle est assez faible, mais il évoque une éternelle fuite en avant, et c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment avec les raisons qui succèdent pour justifier une croissance organique et une rentabilité très éloignée de leur niveau normatif. On voit à chaque fois qu'effectivement on vient rogner à la fois sur la rentabilité, sur la croissance, avec beaucoup de défiance, et on a l'impression que la prudence reste de mise sur Worldline après ce très très mauvais mois, et vous l'avez dit David, 22%, moins 22% sur un mois glissant. Dans les valeurs aussi qui ont baissé pendant l'été, il y a Atos, Téléperformance, que des dossiers compliqués. Et un autre que j'ai découvert... oui, comment vous dites? Viridian. Ah, moi, je connaissais CGG. Oui, voilà, c'est ex-CGG, c'est ça. Voilà, mais on sait pas, moi aussi, j'ai encore un petit peu de mal à me faire à leur nouveau nom. On les mélange les trois, ou c'est trois dossiers qui n'ont rien à voir? Viridian, ça reste un dossier volatile. Atos, il y a ça... On est sous 1 euro. On va pas revenir encore là. Là aussi, il y a eu un nouvel abaissement d'objectifs sur Atos hier, donc ça reste un dossier compliqué. Et puis, on peut parler de Téléperformance. On sait aussi que y a pas mal d'obstacles sur le cours de Téléperformance en ce moment. Il y a l'IA déjà. Il y a l'IA surtout, en fait, David. Et ça, c'est vrai que c'est un bon point parce que les semestriels de Téléperformance, contrairement aux autres dossiers que j'évoquais, ils n'ont pas déçu. Ils ont même été salués. Le titre, le jour même, a gagné 10,4%. Mais vous l'avez dit, le gros problème, c'est qu'à chaque fois
qu'un des concurrents plus ou moins éloignés du secteur d'activité, on rappelle la relation client à distance, les centres d'appel de Téléperformance, communique sur les progrès qu'il fait grâce à l'IA, eh bien, ça pèse sur le cours de Téléperformance. Mi-juillet, c'était Salesforce qui nous annonçait qu'il faisait des prouesses grâce à ça. Et puis, plus près de nous, fin du mois, c'était Klarna. Klarna, on a beaucoup parlé. C'est le groupe suédois du paiement différé, c'est Buy Now Pay Later, et Klarna communique énormément sur le fait que grâce à l'IA, ils économisent. Alors ils expliquent que son assistant virtuel IA qui effectue désormais le travail de 700 salariés tout en réduisant le temps de traitement moyen d'un dossier de 11 à seulement 2 minutes. Et c'est vrai que les investisseurs voient ça comme une menace directe pour le business model de Téléperformance. Le groupe, il a communiqué en disant qu'il n'était pas complètement étranger à ces sujets et que lui aussi travaillait sur l'IA, visiblement de façon pas suffisamment convaincante pour ne pas prendre le bain, si je puis dire, à chaque fois qu'on communique sur le sujet. Et puis, il y a, semble-t-il, des vrais sujets de gouvernance aussi chez Téléperformance, puisqu'on a appris, séparation des rôles de président du conseil d'administration et directeur général. Le président du conseil d'administration sera Moulay Hadid El Alami. Et puis, Daniel Julien, vous avez souvent interrogé dans le cadre d'Ecorama, reste directeur général, mais il se voit doté, si je puis dire, d'un directeur général délégué à la personne de Thomas Mackenbrock, en vue de lui succéder, nous dit l'entreprise, selon un calendrier établi par un comité ad hoc. Donc, ça veut dire l'évolution de la gouvernance, c'est qu'il y a un peu feu là. Il y a des dissensions. Peut-être qu'effectivement, on va essayer chez Téléperformance d'avoir une stratégie un peu plus affirmée, un peu plus offensive sur l'IA, histoire de mieux se défendre face à cette attaque et un cours de bourse qui est terriblement sous pression. Bon, Laurent, voilà donc pour les replis de 15% et plus en un mois. On va essayer de positiver. Pour finir, on va parler de ce qui a monté. Il y en a quand même. Mais oui, il y en a. Et puis, une valeur du CAC 40 en tête du podium, plus 10% sur un mois glissant, c'est Sanofi. Et quand on regarde le parcours de Sanofi sur le mois écoulé, il n'y a pas véritablement une séance qui aurait fait des étincelles, mais des petites progressions régulières, constantes. Il faut savoir qu'il y a seulement, 6 séances de baisse symbolique parce qu'à chaque fois, c'est du moins 0,1, moins 0,2 depuis le 1er août sur Sanofi, avec des bonnes nouvelles, des résultats qui ont été bien accueillis pour différents candidats médicaments. On a Sarclisa dans le myélome multiple, on a Tolebrutinib, il faut s'accrocher pour le dire, la sclérose en plaques. Même là, le marché a été assez sympa finalement parce que les chiffres sont parus hier, les résultats étaient en demi-teinte, ça marchait pas véritablement aux indications, un petit peu mieux sur l'autre. Peut-être que on va dire le fameux côté défensif de Sanofi qui a été mis à mal pourtant sur les dernières années, a retrouvé un petit peu de lustre et cette belle progression du laboratoire pharmaceutique. Bon, derrière, on a également une foncière qui se porte bien. Enfin, mieux, pas bien, mais mieux. Ouais, exactement, mieux Gecina parce qu'elle perd encore 8,7% 8,7% depuis le début de l'année. Mais vous avez raison, 11,4% depuis 6 mois, 9,6% depuis un mois glissant. Là aussi, ça va dans le bon sens. Les objectifs annuels qui ont été reconfirmés en juillet. On peut aussi citer Engie, qui a relevé ses objectifs malgré un prix du gaz qui lui est plutôt en baisse. Ouais. Donc là aussi, un bon signal. Donc voilà un petit peu. Ce qui est assez étrange, David, c'est que, qui est assez intéressant de noter, c'est le profil finalement assez différent de ces valeurs. On a un énergéticien, on a un laboratoire pharmaceutique, on a une foncière. Donc ça dit quoi ? Encore une fois, on peut y voir. En tout cas pour Sanofi Engie, peut-être un côté un petit peu défensif. Gecina, c'est aussi le fait que les foncières ont beaucoup dégusté et que sans doute trop, et que le marché commence à se dire que... On va pricer les choses. Oui, surtout dans un contexte de taux où on l'a vu qui devient plus favorable, donc c'est finalement assez logique. Bon, et on finit avec... on finit avec quoi ? On finit avec... Le petit dossier. Mais qui est en lien avec Sanofi d'ailleurs. Qui est... Si, parce que ça, c'est de la filiale... C'est Euroapi, c'est ça. Euroapi, on a filiale commenté ici, les déboires, ça avait... Oui, parce que c'était, souvenez-vous, la filiale de Principe Actif annoncée comme une très belle introduction, presque un placement de bon père de famille, et puis là aussi une série de déceptions, d'abaissements d'objectifs, des difficultés sur des sites industriels, un plan stratégique de recentrage sur les principes actifs les plus rentables, des fermetures de sites, etc., etc. Bon, qu'est-ce qu'on a appris sur ces résultats semestriels ? On a quand même une perte nette de 34,8 millions d'euros contre un profit d'à peu près 63 millions sur la même période de l'année d'avant, donc on pourrait se dire que c'est pas génial, mais quand même deux informations positives qui là aussi, je pense, ont intéressé investisseurs qui guettent leur tournement. Je pense que là maintenant c'est un peu ce qui est en train de se passer sur Euroapi. La première, c'est qu'il n'y a pas de nouvel abaissement d'objectifs. Alors les objectifs, ils sont pas
mirifique, hein, on est toujours sur 8 à 11% de baisse du chiffre d'affaires attendu cette année, et puis 4 à 7% de marge d'EBITDA cœur, désolé pour le ratio comptable un petit peu compliqué, et puis surtout une reprise de production sur le site de Brindisi qui avait pesé sur les résultats du premier semestre, site italien, parce qu'il y avait des... Ouais, exactement, il y avait des défauts de contrôle qualité, et justement pour les investisseurs qui guettent ce retournement, vous êtes un chartiste convaincu, vous avez un petit peu envie de jouer le mouvement, et vous pouvez regarder le dossier, mais j'ai coutume de dire, quand vous êtes un investisseur un peu plus long terme, un peu plus tranquille, attendez que les bonnes nouvelles se multiplient. Une bonne nouvelle, 2 bonnes nouvelles, c'est mieux, et à partir de là, on peut se dire, ok, les premiers effets du plan stratégique, exactement, ça sert à rien de vouloir revenir trop tôt et de se reprendre une baisse. Mieux vaut attendre que le train soit un petit peu lancé avant de rentrer dedans. Allez, merci donc pour ce top flop boursier de cet été. Merci Laurent. Merci David.